podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites cette semaine. Je suis vraiment content. C'est la première fois que je reçois une nutritionniste sportive sur le podcast qui traite beaucoup avec des athlètes d'endurance, qui est aussi diplômée du Comité international olympique. Donc, Catherine Bélanger, bienvenue sur le podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invitée. Je suis super contente. Super. Écoute, souvent ma première question, c'est comment le sport est arrivé dans ta vie, mais dans ce cas-là, ça va être un peu différent. C'est comment ton intérêt pour la nutrition sportive est arrivé dans ta vie. J'ai toujours fait du sport, là. En fait, moi, quand j'étais plus jeune, je faisais des sports artistiques. J'ai fait de la gymnastique pendant super longtemps. Après ça, j'ai changé. Je suis allée faire du cheerleading jusqu'à ce que je finisse l'université, en fait. Puis, tout récemment, ben là, j'ai commencé la course aussi. Mais c'est à l'université, quand j'ai commencé mon bac en nutrition, en fait, moi, je connaissais pas ça du tout, là, la nutrition sportive. Je savais pas vraiment que ça existait. Et puis, on a eu un cours à un moment donné de méthode de recherche. Puis, il fallait faire la première partie comme si on écrivait un papier, là, une truc scientifique. Puis, avec l'une de mes amies, elle m'avait suggéré les suppléments de nitrate pour le sport. Puis là, OK. ben moi, à ce moment-là, je faisais du sport aussi. Puis j'étais comme, ah, c'est quand même intéressant, OK, on prend ça. Puis là, ben, pour le travail, il fallait faire travail de recherche, là, évidemment, là, chercher plusieurs études et tout. Puis j'ai vraiment trouvé ça fun. Donc, ça a vraiment parti de là. Puis suite à ça, ben, on a eu un très court, bref, 3 heures en nutrition sportive et dans tout le bac. Puis c'est vraiment là que j'ai su que c'est ça que je voulais faire, que je trouvais ça vraiment le fun. Puis comme je m'entraînais quand même beaucoup aussi à ce moment-là, ben je trouvais ça vraiment, vraiment le fun là, de faire des liens et tout. C'est sûr que là, c'était pas très poussé, là, mes liens avec 3 heures, on fait pas grand-chose, là. Mais c'était vraiment de là que ça va partir. Fait que je savais que je voulais faire de la nutrition sportive, mais c'est pas très au bac, c'est pas très développé, là, comme si je peux dire, là, comme spécialité, on n'en voit vraiment pas beaucoup. C'est surtout axé sur la nutrition clinique. Donc, il a vraiment fallu que j'aille me spécialiser ailleurs après. OK, OK. Super. Fait que, dans le fond, c'est juste un cours de 3 heures qui a carrément pas mal changé ta vie. Oui, pas mal. C'est vraiment ça qui a fait que je savais que je voulais faire ça. C'est sûr que je savais que je voulais travailler là-dedans. Je savais encore là, tu sais, il y avait tellement pas d'informations, beaucoup que, je veux dire, la nutrition sportive, c'est quand même une branche assez précise de la nutrition, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire là, comme nutritionniste, avoir des spécialités tellement différentes. Sauf que au sein même de la nutrition sportive, là, c'est quand j'ai fait mon diplôme que j'ai vraiment vu qu'au sein même de la nutrition sportive, il y a tellement de choses, tu sais, les sports d'endurance, les sports d'équipe, les sports artistiques. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je savais que je voulais faire ça, mais je savais pas vraiment dans quoi, tu sais, je voulais vraiment m'enligner là, en nutrition sportive. En fait, je savais même pas que je pouvais me spécialiser dans quelque chose en nutrition sportive. OK, OK. Puis, comment s'est passée ta spécialisation dans la nutrition sportive? Par rapport au diplôme, tu veux dire? Oui, oui, ta formation, puis... Ouais. Ben, dans le fond, le diplôme du comité olympique, c'est une formation de 2 ans. Donc, OK. je pourrais pas dire que c'est vraiment à temps plein, là. C'est beaucoup d'heures, ça, c'est sûr. Mais je travaillais quand même en même temps, donc c'est faisable. C'est juste que c'est sûr que j'étudiais l'histoire puis la fin de semaine en même temps de OK. travailler. Mais c'est ça, fait que c'est une formation de 2 heures, de 2 ans.
Puis, dans le fond, pour avoir accès à la deuxième année, il faut absolument passer la première année. Puis là, au sein des années, ben, il y a des modules, il y a des travaux à remettre, il y a un examen à la fin de chaque année. Euh, Puis, tu sais, dans le fond, pour être admis, ça prend ben, soit un diplôme en nutrition ou encore dans un domaine médical, santé connexe. C'est sûr que ça prend quand même un bon niveau d'anglais parce que tout est en anglais, là, en fait, les travaux, les recherches de littérature, c'est tout en anglais. Fait que ça prend un certain niveau d'anglais. Puis des recommandations, là, mais c'est ça. Fait que, c'est ouais. OK. Puis, est-ce que c'était vraiment sur tous les sports en général? Ben, la première année, c'est vraiment plus général. Donc, tu sais, c'est vraiment, mettons, comment l'alimentation, mettons, avant le sport, un petit peu pendant, après, les protéines, les suppléments, les vitamines. Euh, c'est vraiment comme plus général. Puis, c'est vraiment la deuxième année que là, on voit vraiment chaque catégorie de sport, si on peut dire. Fait que chaque module et une catégorie. Donc, il y a un module sur les sports d'endurance, un module sur les sports d'équipe, un module sur les sports artistiques, sur les sports de raquettes, sur les sports d'hiver. C'est vraiment, la première année, c'est un peu plus général, puis c'est vraiment la deuxième année qu'on voit les spécificités là, entre chaque discipline, puis c'est vraiment là qu'on voit là, que tu sais, ça a l'air général, la nutrition sportive. C'est sûr qu'il y a euh, des recommandations de base qui restent là, d'un sport à l'autre, mais surtout quand on va dans des niveaux plus élevés, il y a vraiment des trucs spécifiques selon le contexte du sport, le, tout ce qui va autour, là, les entraînements, la température. Fait que, ouais. Le niveau d'intensité des entraînements. Le niveau d'intensité, oui, les filières énergétiques qui sont utilisées. Tu sais, c'est pas nécessairement la même proportion de glucides puis de lipides à l'effort qui est utilisé dans un sport, mettons, à la course à pied versus chez un joueur de hockey, par exemple. Et que OK. c'est vraiment dans ces modules-là qu'on voit les différences, puis qu'on voit comment adapter, dans le fond, nos recommandations puis notre approche là, par rapport à tout ça. OK. Puis, est-ce que tu as eu une partie coup de cœur de cette formation-là? Ben, j'ai vraiment beaucoup, j'ai vraiment tout aimé, honnêtement, mais euh, je connaissais pas beaucoup les sports d'endurance. Tu sais, moi, j'ai beaucoup été justement dans les sports artistiques quand j'étais plus jeune, même jusqu'à la fin de mon secondaire, de mon université. Puis, c'est sûr, tu sais, les sports d'équipe, on les voit plus aussi. Tu sais, c'est plus télévisé. Fait que je connaissais vraiment moins le milieu du sport d'endurance. Puis, j'ai vraiment trippé. J'ai vraiment trouvé ça le fun, justement, tu sais, toutes les interventions qui peuvent être faites, puis à quel point, tu sais, la nutrition a une grande importance dans tous les sports, mais tu sais, dans une épreuve d'ultra-endurance, là, je veux dire, c'est central, là, la nutrition, là, donc ça, Mhm. j'ai vraiment aimé ça, j'ai vraiment découvert une facette, en fait, là, tu sais, des sports que je connaissais pas très bien avant. OK. OK. Super. Puis, toi, c'est à quel point, à quel niveau que tu as découvert que tu aimais la course à pied? Ben, en fait, c'est quand même récent. En Ouais, tant OK. qu'intervenante, je dirais que c'est vraiment pendant mon diplôme là, que j'ai découvert que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis c'est sûr que pour être en mesure de mieux donner les meilleures recommandations, vraiment comme comprendre mes clients, dans quelles circonstances, mettons, tu sais, la course à pied, comment ça peut affecter la nutrition et tout, ben, j'ai comme commencé à courir assez récent, là, en fait. Là. Ça fait à peu près 2 ans là, que je cours de façon très amateur. OK. Mais, mais ouais, c'est ça, ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé la course à pied. J'ai pas fait beaucoup de courses là encore.
Euh, je suis à l'étape de essayer encore de, tu sais, tout faire fitter ça dans mon horaire, là. J'ai des horaires qui sont vraiment, vraiment variables. Fait que c'est comme toute habitude, hein. Faut vraiment prendre le temps de, de faire fitter, puis il y a des moments où on est plus assidu, d'autres qu'on l'est moins. Mais c'est ça. OK, OK. Puis est-ce que ça t'aide à mieux comprendre tes clients finalement? Oui. C'est clair, Mhm. Ouais, vraiment. Ben, c'est sûr que, tu sais, les concepts théoriques, tu sais, sont là pareil. Puis, je veux dire, au niveau des repas, des collations, tu sais, je pense que on n'a pas besoin d'être un coureur aguerri pour savoir quel type de collation va mieux fitter une heure avant de, de courir, là. Tu sais, je pense que la connaissance théorique est là. Mais par contre, tu sais, pendant la course, tu sais, c'est une chose de dire à ton client d'introduire les liquides puis d'introduire les solides pendant ses sorties. C'est autre chose de le faire, tu sais. Puis ça, ben, on s'en rend compte, puis on développe aussi des trucs. Tu sais, je pense qu'en alliant la théorie, que les connaissances que moi j'ai avec ce que je fais, ben, je suis comme capable peut-être de trouver des alternatives que les clients n'auraient pas trouvées, par exemple, par eux-mêmes, parce qu'il y a plus la partie connaissance, théorie, tu sais, qui manque. hein? OK, OK, C'est sûr, super. c'est sûr que oui. Ça aide à mieux comprendre aussi, là, tu sais, quand on donne des recommandations, c'est le fun de savoir qu'est-ce qui peut bien aller, qu'est-ce qui peut moins bien aller. Tu sais, oui, c'est sûr qu'on a des feedbacks des clients aussi. Quand on donne des recommandations, ça peut aider beaucoup aussi à la pratique. Mais c'est sûr que c'est un petit plus d'être capable de le vivre, là, tu sais, puis d'ajuster nos recommandations. OK, OK, super. Puis, c'est quoi ton... Comment, c'est quoi ta perception, toi, du monde des diètes? Est-ce que tu penses que ça peut être bon? Est-ce que c'est vraiment, ça dépend de tout le monde? Ça dépend quelle diète? Euh, je suis vraiment pas une fan des OK. diètes. Euh, Parce que, à mon avis, dans une diète, il y a toujours des règles. Puis il y a toujours des choses qui sont permises, puis des choses qui ne le sont pas. Euh, Puis, surtout dans un contexte de sport, mais tu sais, dans tous les contextes, mais surtout dans un contexte de sport, d'avoir des restrictions alimentaires qui sont tu sais, soit des restrictions d'heures ou des restrictions d'aliments en tant que tel. Tu sais, ça peut juste, ça dépend dans quel contexte, mais souvent ça nuit plus qu'autre chose. Mhm. Je prends un exemple, ces temps-ci, là, le jeûne intermittent, là, on en Ouais, ouais, ouais. C'est entend vraiment la mode parler, partout. Ouais, ouais. c'est vraiment la mode partout. Par contre, quand tu t'entraînes 4, 5, 6 fois par semaine, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, la dépense énergétique est vraiment importante. Puis de raccourcir le temps dans lequel tu te donnes le droit de manger, j'ai de la difficulté à voir comment est-ce que ça peut être aidant. Parce que la dépense est comme tellement importante, plus importante que ce que les gens croient, là, pour vrai, là, quand je fais les calculs de dépenses énergétiques, puis que j'en parle avec mes clients, puis qu'on compare avec ce qu'ils mangent, la plupart du temps, les gens sont comme, OK, tout ça, oui, tout ça, tu sais. Fait d'avoir des restrictions, mais ça fait juste, ça rend les choses vraiment plus compliquées. Puis il y a juste plus de risques ou, tu sais, de ne pas aller chercher tous les nutriments qu'on a besoin parce que, ben, on enlève une certaine euh, catégorie d'aliments ou on enlève, je sais pas, justement, là, des heures. Tu sais, d'arrêter de manger après 19 heures, mais tu sais, si toi, tu vas courir en soirée, ben, tu sais, ta collation après la course est quand même importante, là, surtout si le lendemain, tu penses aller recourir encore. Fait que, c'est ça. Je sais pas si je l'exprime bien, Ouais, ben oui, oui, mais oui. de Super. façon générale, je suis vraiment pas une fan des diètes. Je prône vraiment plus une alimentation qui va être équilibrée, qui va fitter avec les horaires des gens,
Parce que tout le monde a des horaires différents, il y a des contraintes, le travail, les enfants, les activités X, les entraînements, Le temps pour cuisiner. le temps pour cuisiner, le budget aussi, on n'y pense pas toujours, mais le budget, ça a quand même aussi un impact. Les capacités à cuisiner aussi. Euh, c'est pas tout le monde là, qui peut pondre une recette nutritive de même avec ce qu'il y a dans son frigo, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. OK. Puis, selon toi, qu'est-ce qui est le meilleur si j'ai le choix de manger avant d'aller courir ou de manger après, lequel des deux qui est le plus important? Il Puis, n'y a pas disons, les deux, mettons, dans une sortie d'une demi-heure ou une heure. Euh, ben, c'est difficile à répondre. Ça dépend vraiment de ça fait combien de temps que tu as mangé avant. Tu sais, si tu vas courir, je sais pas, moi, à 11 heures, puis ton déjeuner, il était à 5h30 le matin, ça, ça, ça fait long, là, tu sais, c'est ça. Euh, ou encore une fois, justement, si tu t'entraînes de soir, après le souper, puis que tu prévois aller courir aussi ou avoir un autre entraînement le lendemain sur l'heure du dîner, ben tu sais, là, ta collation après, elle va quand même être importante. Je dirais que c'est vraiment, ça dépend vraiment du contexte. Qu'est-ce qu'on a mangé avant? C'est quoi la suite des choses? La longueur de l'entraînement aussi, c'est sûr que, tu sais, 30 minutes, c'est pas très long, là, comme entraînement. Euh, mais, ouais, ça dépend vraiment du contexte de c'est quoi aussi. Tu sais, est-ce que c'est une muscu? Ou est-ce que c'est des intervalles? Ça Oui, dépend. oui. Ouais. OK. OK, super. Puis, toi, là, avec quelle sorte d'athlète que tu travailles? Je sais que tu travailles avec des équipes sportives, puis Oui. avec des triathlètes, des coureurs et coureuses aussi. Oui. Ben, j'ai quand même un grand éventail d'athlètes là, avec qui je travaille. Je dirais que ça dépend beaucoup du moment dans la saison. On est où dans l'année? C'est sûr que là, en ce moment, juin, juillet, tu sais, à partir du mois d'avril, là, avril jusqu'à septembre, ça va vraiment être pratiquement juste des sports d'endurance. Donc, cyclisme, course, trail, triathlon. Puis, tu sais, peu importe le niveau, là, fait que je travaille autant avec des gens qui vont préparer leur Ironman que d'autres qui préparent leur premier demi-marathon ou leur premier triathlon sprint, là, tu sais. Donc, ça dépend, ça dépend vraiment. Puis à l'automne, ben il y a comme un petit switch là, qui se fait dans ma clientèle. J'ai encore beaucoup des gens là, en endurance quand même parce que faut quand même. En fait, le off-season, c'est quand même un très bon moment pour travailler son alimentation en dehors, là, justement, tu sais, de la saison de course. Tu sais, on a plus de temps, moins d'entraînements qui sont très longs, très demandants, là. Fait que c'est quand même un bon moment pour travailler. Mais à l'automne, c'est vraiment plus des sports d'équipe, là. Le hockey recommence, le soccer intérieur aussi, la gymnastique, tu sais, des sports artistiques. Donc, fait que oui, je vois quand même un switch dans ma clientèle. Puis en janvier, ben là, il y a encore là, c'est un petit peu encore là, en endurance. Les gens, ils commencent un peu à penser à ce qu'ils veulent faire pour l'été. Puis je dirais de janvier à avril, c'est vraiment mélangé, par exemple. OK. C'est vraiment pêle-mêle, là, mais à partir du mois d'avril jusqu'à septembre, c'est pas mal presque juste de l'endurance. Ou encore des athlètes de sport d'équipe qui sont en off-season qui veulent augmenter leur masse musculaire. Ça aussi, OK, OK. quand même pas mal. Mm. Puis, je crois que tu fais des conférences aussi. Oui. OK. C'est quoi au juste ces conférences que tu fais? Est-ce que c'est adapté ou est-ce que tu as des conférences préétablies? C'est toujours adapté. Dans le fond, OK. quand on m'approche pour faire une conférence, ben, tu sais, je demande toujours c'est quoi les sujets là, qui veulent être abordés.
c'est quoi les contraintes de l'équipe, c'est quoi les heures d'entraînement. Ben, je parle de l'équipe, mais de l'auditoire à qui je fais la conférence. Fait que pour vrai, même, puis en fait, tu sais, même si le sujet est vraiment semblable, tu sais, l'alimentation avant l'entraînement, c'est un sujet qui est vraiment populaire, là, tu sais, surtout auprès des jeunes, tu sais, c'est quelque chose qui est quand même simple, qui est quand même parlant aussi. Mais même si des fois je me dis, ah, je vais reprendre la même conférence que j'ai déjà fait pour tel sport, même si c'est le même sport, je vais quand même toujours l'adapter. Ben, parce que, je veux dire, mon contenu, il évolue avec le temps. Deux, ben, les contraintes de l'équipe sont peut-être pas les mêmes, fait que j'essaie de faire vraiment des exemples qui sont spécifiques. Puis, en même temps, c'est ça, ben, des fois, il y a des informations que je trouvais moins pertinentes de dire à un certain moment que là, je me dis, ah là, il faut vraiment que j'ajoute ça. Donc, ouais, ça dépend, vraiment. OK, OK, super. Puis, je sais aussi que tu as un programme qui s'appelle Zone 2, je crois. Oui, Ça s'adresse plus aux athlètes d'endurance, je ouais, crois. ça s'adresse aux coureurs, dans le fond. C'est OK. un programme que j'ai comme mis en ligne en mars. De cette année, fait que 2024, fait que c'est tout nouveau. Et puis en fait, c'est un programme en ligne. Donc, en fait, c'est super complet, là. C'est surtout pour les coureurs, en fait, là, qui veulent améliorer leur alimentation en fonction de leur entraînement. Donc, en fait, c'est ce que je me rendais compte, c'est que à force de faire des consultations en nutrition avec des coureurs, c'est souvent les mêmes besoins qui, qui sont nommés. C'est souvent les mêmes erreurs aussi. Ben, je me suis dit, ben, tu sais, pourquoi pas faire un cours en ligne pour les coureurs, c'est vraiment des sujets spécifiques là, à la course à pied. Tu sais, je montre, puis tu sais, tout y passe, là. On part de la base vraiment de l'alimentation. Parce qu'avant d'avoir une alimentation adaptée au sport, ça prend une alimentation qui est équilibrée puis qui est adéquate là, à la Une base. bonne base, ouais. C'est ça. Fait qu'on part vraiment des bases. J'explique c'est quoi des glucides, c'est quoi des lipides, c'est quoi des protéines, dans quoi on retrouve tout ça, c'est quoi leur rôle, le sport, la dépense énergétique, le poids, parce que c'est quand même un sujet qui est important à aborder en sport d'endurance. On parle des suppléments, on parle de comment adapter les repas, les collations en fonction des entraînements. Puis là-dessus, ben, il y a plein d'outils. Puis, c'est surtout un programme qui est en auto, apprentissage, si je peux dire. Mais il reste qu'au début de ce programme-là, il y a toujours une rencontre individuelle. Ça, c'est quand même important parce que même s'il y a des sujets qui reviennent pour tout le monde, ben, il y a quand même des spécificités. Fait que c'est super important pour moi d'avoir une rencontre individuelle avec les participants pour leur dire vers quoi plus peut-être focuser. Parce qu'il y a des gens pour qui tel sujet, ben, c'est correct, tu sais, pas nécessairement besoin de passer full de temps là-dessus. Puis pour d'autres, ben, que ça va être plus important de le travailler. Euh, donc, c'est ça. C'est en auto-apprentissage, mais tu sais, c'est quand même guidé. Là. Il y a quand même une rencontre avant, puis tu sais, je suis toujours disponible pendant la durée du programme. Fait que, à mon OK. avis, c'est vraiment complet, là. Tu sais, il y a vraiment, il y a plein d'outils, il y a plein, tu sais, quelqu'un, justement, qui veut avoir il y a beaucoup d'informations. OK. Oui. Ça s'adresserait à qui, mettons, le public cible? Un marathonien, quelqu'un qui fait de l'ultra-trail, un triathlète? Ben, c'est vraiment plus pour les coureurs. Fait que vraiment pour la Ah, ouais, course, OK. parce que c'est sûr que tu sais, j'aborde l'alimentation pendant les entraînements, puis c'est sûr que ça va varier, tu sais, triathlète moins, là, parce qu'il y a vraiment la portion vélo, là, qui est pas abordée du tout, là, puis qui est quand même, partie importante là, du triathlon. Là. Fait Ouais. que c'est vraiment course. Fait que course sur route, surtout, course entre elles aussi, ça peut
Ça peut être bien adapté. Puis vraiment de toutes les distances, là. Donc, tu sais, comme je disais, les notions de base restent les mêmes, peu importe le coureur. Ce qui va Mhm. être plus spécifique, c'est une fois quand le volume augmente, que la distance augmente, ben là, il y a des petites choses à venir travailler. Puis ça, ben, je l'aborde. Fait que, tu sais, en fait, quelqu'un qui fait juste des sorties de 30 minutes dans sa semaine euh, va pouvoir va avoir toute l'information qu'il a besoin. Puis quelqu'un qui fait justement, qui court des demi le dimanche matin, ben il peut aussi avoir toutes les informations qu'il a besoin. Fait que ça vraiment, là, c'est vraiment pour une grande gamme de coureurs, là. OK, parfait. Puis tu parlais des erreurs les plus fréquentes, là. Oui. Ça a piqué ma curiosité un peu. C'est quoi les erreurs que tu vois qui sont souvent communes? Euh, une erreur quand même, une erreur quand même fréquente, celle que je vois le plus, c'est de pas manger assez, soit de pas manger assez, point. OK. De sous-estimer la dépense énergétique ou encore dans la même dans le même ordre d'idée aussi là, de ne pas manger assez de glucides. Ça aussi, c'est vraiment sous-estimé. Les glucides ont vraiment une réputation poche. Puis je sais pas pourquoi, parce que un, c'est vraiment bon. Puis de deux, ben, c'est super important, là, surtout ben, tout le temps, là, qu'on fasse du sport ou pas, c'est quand même important d'en consommer. Puis plus on est actif, ben, plus les besoins en glucides augmentent aussi. Euh, Fait que de ne pas manger assez de glucides, ça, je le vois quand même vraiment souvent. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont commencer à adapter leur alimentation en ajoutant des suppléments. Donc, vont prendre des suppléments, je sais pas, X, Y, là, peu importe, qu'ils vont voir là, sur les réseaux sociaux, multivitamines ou d'autres choses, sans aller changer leur alimentation avant. Tu sais, ils vont prendre la poudre de protéines, c'est la plus populaire, là. Ils vont prendre la poudre de protéines, mais dans leur repas, consommeront pas assez de protéines. Mais tu sais, t'es mieux d'augmenter ta quantité de protéines dans ton repas, puis de pas nécessairement avoir besoin de ton supplément. Tu sais, si par après, t'en as encore besoin, OK, là, mais tu sais, la base, c'est vraiment l'alimentation, puis les suppléments, ben, ça le dit, c'est en supplément. Donc, si par ton alimentation, tu n'es pas capable de venir combler tous tes besoins, puis ça, à part avoir une évaluation nutritionnelle ou des prises de sang ou tu sais, quelque chose avec un professionnel de la santé, là, il n'y a personne vraiment qui est capable de savoir tu sais, est-ce que je compte vraiment tout ce dont j'ai besoin. Fait en premier, c'est l'alimentation. Puis après, là, on va venir ajouter des suppléments. OK. Ouais. Fait que ça aussi que je vois comme erreur. L'hydratation aussi, c'est quand même sous-estimé. Puis là, je parle pas nécessairement de l'hydratation pendant le sport, là, mais dans la journée, il y en a qui vont vraiment boire suffisamment et tout, mais généralement, c'est quand même une portion qui est un peu oubliée. On parle beaucoup, tu sais, des collations, des repas, les déjeuners, l'hydratation pendant la course ou pendant peu importe le sport. Mais autour, c'est vraiment important aussi. Fait que de commencer un entraînement bien hydraté, ça fait quand même vraiment la différence versus le commencer déshydraté. Fait que, Clairement. Puis surtout en plein été, comme qu'on ah est oui, présentement. surtout. Surtout, là, tu sais, avec les chaleurs, le soleil, l'humidité, là, oui, c'est super important de commencer bien hydraté, là. Sinon, ben, tu sais, tu pars ta course ou ton entraînement, puis tu as déjà une strike, là. Tu sais, c'est comme déjà. C'est ça. Mm. Puis tu parlais de glucides. Est-ce que tu crois en ça, toi, la surcharge de glucides avant, disons, le classique qu'on entend tout le temps, là, c'est manger plein de pâtes avant un marathon, là, mais Oui. 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 Ben, en fait, ça dépend de quoi, là.
c'est sûr que, tu sais, avant de faire un 10 km, là, ce ne sera pas de temps nécessaire de faire une surcharge. Ben là, je parle comme pour monsieur, madame, tout le monde, là, tu sais, qui fait son... Bon, on parle pas au niveau élite, athlète et tout, là, mais, tu sais, pour un événement en bas d'une heure, là, tu sais, la surcharge en tant que telle, c'est pas tant nécessaire. C'est sûr que ça va être important de, tu sais, de bien s'alimenter la veille, d'avoir un bon déjeuner, mais c'est sûr que quand on va pour des épreuves qui sont plus longues, là, oui, la surcharge en glycogène, ça a été démontré là, que ça peut améliorer les performances. Ben, parce qu'en fait, c'est que tu commences ton effort avec des réserves en glucides qui sont maximisées, qui sont à 100%. Donc, c'est sûr que ça fait une bonne différence, étant donné que ben, le corps va aller puiser dans ses réserves de glycogène pendant les longs efforts. Ben, c'est super important d'avoir des réserves qui sont à 100%. Comme ça permet de maintenir un niveau d'énergie qui va être plus élevé pendant la course. Fait que OK. oui, c'est très important. OK, super. Puis, disons qu'on parle de course à pied spécifiquement, ça serait à partir de combien de temps pour l'épreuve que tu recommanderais une surcharge? Ben, généralement, tu sais, mettons que je fais un plan de surcharge, là, moi, je le recommanderais à partir de la distance marathon, environ. Encore une fois, tu sais, je parle de façon générale, là. À peu près distance marathon. Au demi-marathon, je vais pas nécessairement faire un plan très spécifique, tu sais, avec calculer les grammes de glucides et tout. Mais définitivement, c'est quand même important d'avoir un apport en glucides qui va être plus élevé la veille. Là, c'est sûr que ça aide. Mais tu sais, de vraiment venir une surcharge en tant que telle, tu sais, sur 36 à 48 heures avec un 10 à 12 grammes de glucides par kilo, tu sais, je le recommanderais plus à partir de la distance marathon, là. OK. Ouais. Puis, quand on saute dans l'ultra trail, là, puis disons, parlons de 50 miles, mettons, qui est Ouais. à peu près le temps de 3 marathons, plus ou Mhm. moins, là, Ouais. est-ce que la surcharge, selon toi, doit être plus grande ou similaire à un marathon? Ben, en fait, ça va être similaire parce qu'en fait, les réserves de glycogène, à un moment donné, il y a comme un Ils ont maximum. des limites, Là. hein? On peut pas emmagasiner du glycogène à l'infini non plus, là. Fait que le protocole va être le même. Par contre, c'est pendant là, la course, tu sais, si c'est plus long entre elles, ben c'est sûr qu'on va vouloir s'alimenter davantage, tu sais, parce que vu que le temps est plus long, ben à l'heure, on va vouloir plus, tu sais, une quantité de glucides totale qui va être plus grande. Euh, Fait que c'est plus là la différence, mais tu sais, tu sais, un 100% de réserve en glycogène avant le marathon ou avant le 50 km entre elles, le 100% reste 100%, là, fait que ça va être le même principe. OK, super. Puis, toi, quand tu travailles avec des athlètes avec la nutrition pendant l'entraînement, Oui. je vois qu'il y a deux écoles de pensée assez courantes, là, qu'il y a le nombre de calories, puis il y a le nombre de glucides à l'heure. Ouais. Lequel qui est le plus important des deux? Moi, je travaille beaucoup avec le nombre de glucides à l'heure. OK. Euh, Encore une fois, ça dépend de la longueur. Tu sais, si on parle en course à pied, c'est ça? Ou Ouais, ouais, ouais. fait que c'est sûr que moi, j'irais vraiment plus avec les glucides par heure, là, généralement en fonction du temps qu'on a besoin. C'est sûr que là, si on fait de l'ultra, là, ouais, de l'ultra, que ce soit en course à pied ou en course en trail. Euh, à un moment donné, juste les glucides, c'est pas suffisant, là. Tu sais, la dépense énergétique est juste vraiment très grande, fait qu'on peut pas juste aller avec des glucides, là. On finit par avoir faim, là, en fait. Fait que, tu sais, là, ça va être important de- d'avoir autre chose que des glucides pour venir combler la dépense énergétique, éviter d'avoir faim et tout. Mais généralement, moi, je commence toujours par les glucides à l'heure, puis une fois que ça, c'est fait, si besoin, ben là, on va essayer de trouver des alternatives pour que ce soit peut-être plus dense au niveau énergétique et tout. Mais sinon, tu sais, si c'est un entraînement,
Euh, une fois qu'on a nos glucides à l'heure pendant l'entraînement, après ça, autour de l'entraînement, ben là, on peut venir augmenter les portions dans les repas avant, les repas après, ajouter des collations, augmenter la grosseur des collations. Fait que, tu sais, c'est plus là qu'on va venir rechercher notre dépense énergétique par la suite. Est-ce que tu suis des athlètes olympiques aussi? Niveau olympique, non. OK. J'en suis pas. Non. J'ai suivi des athlètes d'ultra-endurance dans l'INS, là, à l'Institut national du sport. C'est vraiment plus là. Puis il y a aussi des organisations comme régionales qui s'occupent justement de l'encadrement de ces athlètes-là. Des athlètes, ben, que ce soit de niveau olympique ou de niveau espoir ou relève, là, qui appellent. Puis il y a des intervenants déjà, tu sais, pour justement ces organisations-là. Fait que les athlètes, quand ils ont besoin d'un suivi en nutrition ou en kin ou peu importe, c'est ces intervenants-là, dans le fond, qui sont appelés à intervenir, en fait. Mm. OK, OK, parfait. Je dirais pas non, par exemple. Ah, ça va venir un jour. Peut-être. J'aimerais ça. Puis, est-ce qu'il y a des types d'athlètes avec qui tu préfères travailler? Ben, euh, j'aime beaucoup les contextes ultra parce que ça demande beaucoup de préparation. Puis ça demande tu sais, c'est pas tant plus spécifique, mais tu sais, c'est qu'il y a d'autres enjeux autour. Tu sais, comment est-ce que tu vas t'approvisionner? Est-ce que tu vas dormir? Est-ce que tu vas pas dormir? Est-ce que tu as accès à je sais pas, un hôtel ou est-ce que tu es en camping ou est-ce que, tu sais, il y a autre chose, puis ça demande plus de planification puis de logistique. Ça, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment, vraiment ça. J'ai eu l'occasion, justement, l'année dernière, de suivre un athlète, là, un sportif, un cycliste. Puis lui, en fait, c'était comme une course d'ultracyclisme là, en fait, il l'a terminé en 33 heures. Mais tu sais, c'était 33 heures de vélo sans arrêter, là. C'était non-stop. Puis on était une équipe avec lui pour le suivre. Il y avait comme un chasing car en arrière de lui. Fait que puis là, moi, dans le fond, je m'occupais j'avais fait comme un plan de match pour l'alimentation, qu'est-ce qu'on donnait à telle heure, tel moment, est-ce qu'on donne des repas, tu sais, les suppléments. Fait que ça, c'était vraiment le fun. OK. J'ai vraiment, vraiment aimé Puis, ça. j'imagine, dans un cas comme ça, ou comme en ultra-trail, il devait avoir un plan A, B, C parce que ça doit prendre un plan plus flexible un peu. Ben, c'est sûr qu'effectivement, là, c'est flexible. Fait que, tu sais, en fait, on est parti avec, il y avait comme un plan général. Puis, dans le plan général, après ça, on allait en fonction de qu'est-ce qu'il y avait envie de manger, qu'est-ce qu'on avait disponible. Euh, donc, tu sais, par exemple, dans le taux, là, il y avait plein d'affaires à manger. Puis là, ben, on y allait en fonction. Ben là, il faudrait te donner un aliment, mettons, idéalement, ça te prendrait pas des protéines, tu sais, bientôt, comme. Fait que là, on y donnait quelque chose avec des protéines, mais, tu sais, s'il disait, ah non, ça me tente pas de manger ça, je suis tannée ben, on donnait autre chose. Fait que oui, c'est ça, il y a comme un plan général. Puis au travers de ça, ben oui, il y a toujours place là, à s'adapter, là. Mettons, j'y pense la veille, on s'était dit, ben pour hydratation, on va y aller avec, je pense que c'était une bouteille par heure ou je sais pas, deux bouteilles à l'heure. Puis en regardant les bouteilles, puis en refaisant le plan là, la veille, tu sais, il a dit, je serais jamais capable de boire deux bouteilles par heure. Là, tu sais, je suis pas assez, j'ai pas assez soif d'habitude. Sauf que là, dans une bouteille, il y a X nombre de glucides, tu sais. Fait que si tu enlèves une bouteille dans l'heure, t'enlèves des glucides. Fait que là, il fallait comme trouver un moyen. Fait que finalement, là, on a comme concentré plus la bouteille. Fait qu'on a essayé de le concentrer le goûter, ok, ça passe. Fait que, ouais, fait que juste, en fait, avant même que ça commence, on a ajusté, là.
OK. Ouais, puis chose que j'ai remarqué aussi en ultra-endurance, c'est que la nuit, notre système digestif fonctionne vraiment plus au ralenti. C'est plus Hmm. compliqué aussi, cette partie-là. Ouais. Puis, tu sais, il y a autre chose aussi à prendre en considération. Tu sais, il y a la fatigue aussi. Tu sais, si on y va avec, justement, tu sais, pendant la nuit, ben, tu sais, s'il fait plus froid, ben, on sue moins que pendant le jour. Fait qu'il faut Mhm. adapter ça, faut adapter son hydratation. Mais là, tu sais, si on baisse justement un peu dans le même contexte, si on baisse les liquides, puis qu'on a prévu avoir des glucides dans nos bouteilles, ben là, faut penser à un plan B, là. Qu'est-ce que je remplace pour ça? Et, puis effectivement, là, tu sais, si on a plus de difficultés à digérer, ben on va peut-être pas se garder les trucs les plus gras et protéinés là, tu sais, pour la nuit, si on a de la difficulté à tolérer. Et ensuite de ça, pour la caféine aussi, là, tu sais, quand on est de nuit, le système, il va plus vouloir s'endormir, là. Fait que, Ouais. tu sais, c'est une bonne idée de planifier ses suppléments en fonction de est-ce que j'ai nuit à faire ou pas. Fait que, ouais. Mm. OK. Super. Fait que ça, c'est quelque chose que tu as vraiment aimé comme défi à faire. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai eu l'occasion de raccompagner 2 fois là, d'autres gens qui faisaient d'autres types de défis, soit à la course ou vélo-course aussi. Et puis à chaque fois, j'aime ça. C'est quand même un casse-tête, mais tout ce qui est, tu sais, j'ai, on en parlait avant qu'on commence l'enregistrement, mais tu sais, j'ai aussi une maîtrise en gestion des entreprises. Là. Fait que, tu sais, tout ce qui est management, j'aime vraiment ça. Fait que ça vient vraiment chercher mon petit côté, c'est ça, là, logistique, planification. Ouais, ça, j'aime vraiment ça. OK, OK. Mm. Ouais, puis c'est ça, j'allais te dire. C'est quelque chose qui a dû t'aider à t'outiller pour avoir une meilleure structure de plan. Mhm. Ouais, ouais, quand même. Ben, je suis quand même quelqu'un qui, dans mon travail, je suis quand même organisée. Fait que c'est ça, c'est tout ce qui demande c'est ça, c'est tout ce qui demande de la logistique à la base. J'aime vraiment ça. J'aime ça penser à qu'est-ce qu'on va avoir besoin. Ouais, faire des tableaux. J'aime ça. OK, Mm. super. Puis, toi, au niveau personnel, est-ce que tu as des objectifs, disons, dans la course à pied ou sportif, pour le futur? Ben c'est sûr que tu sais, comme je disais, je cours quand même de façon amateur, mais oui, c'est sûr que ben classique, là, j'aimerais ça compléter un premier marathon, éventuellement. OK, OK. Mais je pense que c'est sûr que ça va plus être en course à pied. J'aime quand même le trail aussi, mais c'est plus une question de logistique, d'entraînement et tout, là, tu sais, d'aller à un endroit où il y a des trails. Quand tu habites en ville, c'est moins évident, là. Euh, ouais, fait que ouais, plus autour de la course à pied, c'est sûr que oui, effectivement, là, le défi marathon, c'est sûr que je l'ai en tête. Est-ce que ça va être prochainement? Je ne sais pas. Ça va dépendre de plusieurs choses, là, comment ça va, les entraînements, les prochaines années aussi, là. Mm. OK, super. Puis, à ce jour, c'est quoi ta plus longue distance, si c'est pas indiscret? Et c'est pas bien, bien. À ce jour, ma plus longue distance, c'est 15 kilos. OK. Ah, ben quand même. Fait que c'est ça. On lâche pas. Mais, mais ce que je trouve vraiment difficile, tu sais, dans le fond, on n'en parle pas beaucoup, mais de passer d'un sport à l'autre, c'est quand même difficile. Tu sais, je suis pas experte là, en activité physique et tout, là, mais il reste que moi j'ai fait beaucoup tu sais j'ai fait de la gymnastique qui est un sport artistique qui est comme c'est de la puissance là. Tu sais, je veux dire les mouvements ça dure 2 secondes là fait que c'est vraiment que de l'explosion. Après ça j'ai fait du cheerleading qui est un peu la même chose en fait si c'est t'as une routine c'est 2 minutes 30 c'est super intense c'est vraiment très explosif puis après ton 2 minutes 30 tu sais, c'est fini là. Fait que c'est vraiment pas long. Et après le cheerleading, j'ai fait du CrossFit.
qui est encore une fois vraiment des mouvements explosifs. Fait que j'ai jamais été dans l'endurance. Fait que juste de faire le changement vers un sport d'endurance, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Tu sais, Mhm. mettons, encore à ce jour-là, mes sorties que je préfère, c'est les intervalles. Ah J'adore. ouais. Moi, j'aime ça aller vite, puis après, aller pas vite. Parce que j'ai fait ça tout le temps, là, j'ai toujours fait ça. Et me donner à 100%, puis après, avoir une pause. Fait que quand j'ai des sorties en continu, ouf, ça me prend plus de motivation. Mais je m'améliore, là, mais je trouve ça quand même difficile, pour vrai, parce que, tu sais, la fibre musculaire est pas la même. Tu sais, les cellules musculaires sont différentes, là, que ce soit, c'est ça, que tu fasses un mouvement explosif ou plus en endurance, ça. Donc, faut comme que OK. mon corps s'habitue, puis que mes fibres musculaires s'adaptent. Fait que, ouais. Puis, crois-tu que tu as plus de potentiel, mettons, en petite distance rapide qu'en longue distance? Ben, j'y ai pensé. J'ai déjà pensé. Je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais comme m'en tenir à des distances plus courtes, mais les faire plus rapides. Ça, c'est une possibilité aussi. OK, super. Mais, Comment ça fonctionne au juste les consultations avec toi? ben, en fait, ben, pour une rencontre, pour une consultation individuelle, là, ça commence toujours, c'est toujours une rencontre d'évaluation. Fait qu'il- peu importe le service en nutrition, ça commence toujours par une évaluation. En tout cas, si c'est une nutritionniste, ça va commencer comme ça. Puis dans l'évaluation, en fait, on regarde les habitudes de vie en général, on regarde les antécédents médicaux, est-ce qu'il y a de la médication, parce que c'est quand même important de le savoir. Ça a un impact. Il y a certaines médications, certains antécédents qui vont avoir un impact sur mes recommandations. Les entraînements, évidemment. C'est quoi le volume, à quelle fréquence, quel type d'entraînement, quel jour, quelle heure, etc. On va regarder les habitudes alimentaires aussi, évidemment. La relation avec la nourriture aussi, parce que c'est pas la même pour tout le monde. Les aptitudes à cuisiner. Fait que dans le fond, il y a beaucoup, beaucoup de questions pour cette première rencontre-là. Puis c'est vraiment suite à l'évaluation que là, ensuite, on détermine des choses à travailler. Fait qu'en fonction des objectifs de la personne qui vient me voir, en fonction de ce que moi, je vais avoir vu lors de l'évaluation. C'est ça, en fonction aussi de ce que la personne, ça lui tente de travailler. Là. Tu sais, si moi, je suggère, ah, je travaillerais peut-être cette affaire-là, puis ça ne tente pas, ben, on n'ira pas vers ça, là, vraiment. Puis ensuite de ça, ben là, il y a comme un ou plusieurs suivis. Là. Souvent, un suivi, c'est pas suffisant, là, mais le nombre de suivis va vraiment varier d'une personne à l'autre. Donc, selon les besoins, le budget aussi, s'il y a plus ou moins de choses à travailler. Fait que, ouais. OK, super. Puis, j'ai vu aussi que tu pouvais faire une surcharge en glycogène Ouais. spécialisée pour une personne. Oui, oui. Ça, dans le fond, ben, en fait, on est pas mal dans le moment, là, Ouais, de surcharge. Fait que oui, c'est en fonction d'un événement spécifique ou en fonction d'une personne spécifique. J'offre un service de surcharge en glycogène. C'est sûr que ça vient toujours avec l'évaluation, évidemment. Puis j'offre aussi la possibilité de faire un plan d'alimentation pour un événement spécifique. Donc, quelqu'un qui, justement, veut planifier son marathon, par exemple, ben à ce moment-là, puis qui veut un plan spécifique pour la journée, ben on va regarder le nombre de glucides à l'heure, quel produit prendre selon la personne, selon ce qu'il va avoir au ravito. Puis on va élaborer justement là, une stratégie pour la course. Fait que autant je fais des plans pour le jour de la course elle-même, ou encore un plan de surcharge en glycogène qui est pour les jours précédents, plus le jour même avant la course. Fait que, OK, super. Puis, à quel endroit est le meilleur pour te suivre sur les réseaux sociaux? Je sais que tu es quand même actif pas mal sur Instagram. oui, c'est surtout là, je dirais. Facebook, c'est un peu comme
Ben, je poste sur Instagram puis ça poste directement sur Facebook. Fait que sur Facebook aussi, là, je dirais, mais je suis vraiment plus active sur Instagram. Euh, J'essaye d'être active sur TikTok. OK. Ça, j'essaye. Mais je suis vraiment plus à l'aise avec Instagram. Fait que c'est sûr que je suis vraiment plus là, tu sais, tout ce qui est stories et tout, là. Fait que, ouais, Instagram pour tout savoir, là, sur les nouveautés et tout. Puis, j'ai une infolettre aussi que j'envoie une fois par mois. Puis dans cette infolette-là, ben, je mets les choses que justement qui sont peut-être plus spécifiques, précises, que j'ai pas assez de temps pour parler sur les réseaux sociaux. Si jamais tu sais, j'ai des promotions, des trucs qui s'en viennent, des conférences que je vais donner, etc. Tu sais, c'est là aussi. Puis des idées de recettes aussi dans mon infolettre. OK, super. Ouais, puis chose que je trouve super intéressante de ton Instagram que j'ai vu à quelques reprises, c'est des analyses de produits que tu as Oui. testés. Puis ça, je Ouais. trouve ça vraiment super parce que des fois, ça donne des idées, puis ça l'ouvre des nouvelles portes, là. Oui, puis c'est surtout, en fait, ben, je trouve ça fun que tu en parles parce que justement, il y en a comme tellement des produits, des suppléments, des. Puis tu sais, il y en a qui sont vraiment bons, mais il y en a qui sont pas bons non plus. Fait que je trouve ça intéressant de les analyser puis ben, de pouvoir permettre aux gens de savoir est-ce correct si je prends ce produit-là. Ça, tu sais, c'est sûr qu'il y a différents contextes. Fait que des fois, ça veut pas dire que dans un contexte, tel produit va être bon, peut-être dans un autre contexte, sera peut-être moins adapté, mais au moins, ça permet d'orienter les gens vers des produits qui ont plus de sens. Super. Ben écoute, merci beaucoup de ton passage sur le podcast. Ben, ça fait plaisir. Encore une fois, merci de m'avoir invité. Ben, ça fait plaisir. Puis écoute, bonne petite quête dans ton futur premier marathon. Merci, merci. Peut-être un jour, vous verrez sur mes réseaux sociaux. Super, merci à toi. Ben, merci à toi aussi.